Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les Aventuriers de l'étrange. Cette soirée est consacrée à vos témoignages, à votre vécu. Vous avez eu l'occasion de vivre un phénomène que vous ne comprenez pas, dont vous vous demandez si c'est vrai ou pas, si vous n'êtes pas en train de devenir tout simplement, si ce n'est fou, au moins quelqu'un d'à part. Eh bien, cette émission est là pour vous faire découvrir que vous n'êtes pas seul et que de nombreuses personnes vivent aussi, depuis le début de l'humanité, des phénomènes paranormaux. La preuve, l'émission d'hier soir où nous avons évoqué avec l'auteur Joachim Boufflet les cas de lévitation chez les mystiques. Si vous n'avez pas pu écouter d'ailleurs cette émission, je vous engage à la retrouver sur le site officiel des Aventuriers de l'étrange à cette adresse, le site internet à cette adresse, psiland.org, psiland.org. Ce soir donc est consacré à vos témoignages. Alors si vous avez vécu un phénomène paranormal, appelez-nous, contactez-nous, Morad est au standard pour vous y accueillir. Vous composez le 0826 300 300, 0826 300 300. Vous pouvez également intervenir par le biais des SMS. Sur votre portable, vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. Votre texte, votre réaction, votre commentaire, votre question, votre témoignage, pourquoi pas, arrivera directement sur l'écran d'ordinateur que j'ai sous les yeux. Si vous vous intéressez au NDE, Near Death Experience, vous savez, les expériences de mort imminente, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous. Un excellent DVD vient d'arriver chez les Fnac et autres magasins. Nous en parlerons tout à l'heure avant la fin de cette émission avec Sonia Barkala, qui est journaliste et réalisatrice de documentaires. Mais commençons tout de suite par saluer mes deux invités pour ces soirées témoignages. Vous les connaissez désormais. Renaud Évrard pour commencer. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Renaud, membre de l'Institut Métapsychique International, du groupe des étudiants oui, de l'Institut Métapsychique International. Vous allez bien Renaud ? Oui, très bien, je vous remercie. Bien, vous allez donc nous accompagner durant ces 2 heures. À vos côtés, enfin du moins à mes côtés en studio, Pierre Massias. Bonsoir Pierre. Bonsoir Louis. Ça s'entend pas que t'es essoufflé, ça va ? Non, ça va, je que t'as monté les marches 4x4, grillé 3 feux rouges. Oui, au moins, oui. Pierre donc, qui s'occupe du site internet des Aventuriers de l'étrange, le site dont je vous rappelle le nom, psiland.org. Merci d'être avec nous Pierre ce soir. Mais tout plaisir pour moi. Pour écouter et analyser les témoignages de vous qui allez nous appeler au 0826 300 300. Le standard est à votre disposition. Dernière précision, le 0826 300 300 n'est pas un numéro surtaxé. Au contraire, si vous appelez même de loin, c'est comme si vous composiez un numéro local. Voyons, on fait tout pour vous être agréable. Et en plus, quand vous appelez, on vous rappelle, c'est nous qu'on paye la note. Sud Radio. Louis Bénédy,
Les aventuriers de l'étrange. Vos témoignages donc au 0826 300 300. Nous allons commencer cette émission avec un auteur qui s'appelle Maggie Fernandez, une auteure en l'occurrence, qui vient de publier aux éditions Publibook un livre qui s'intitule « Cet esprit qui dérange ». Alors vous allez me dire, un auteur, c'est quand même étonnant. Non, puisque c'est un témoignage et donc elle rentre tout à fait dans le cadre de cette soirée témoignage. Maggie Fernandez, bonsoir. Bonsoir Louis. Merci de venir nous rejoindre dans les aventuriers de l'étrange ce soir, d'autant que je sais, vous souffrez d'une sciatique, hein, c'est pénible ça. Oui. Écoutez, pas mal. hors antenne, je pourrais vous conseiller un guérisseur qui a de très bons résultats sur les sciatiques, si ça vous intéresse. C'est très aimable, Bon, car je ne peux rien sur moi. bon, très bien. Alors, Maggie Fernandez, vous avez publié, il y a quelque temps maintenant, ce livre qui s'intitule « Cet esprit qui dérange », un livre qui est en 3 parties. Première partie qui raconte un petit peu une expérience que vous avez vécue il y a fort longtemps. Ensuite, une douloureuse expérience que vous avez vécue avant, pendant et après la disparition de votre fille. Et vous parlez également de la disparition de votre papa. Et vous avez compilé également quelques témoignages de personnes autour de vous qui ont vécu des phénomènes paranormaux. Alors, pardon ? Oui, tout à fait, oui. Alors, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par découvrir avec vous ce que vous avez vécu il y a quelque temps de cela. Il s'agit, me semble-t-il, d'un phénomène de sortie hors du corps. Que vous avez vécu de manière particulière. On s'est croisé d'ailleurs à Condom, puisque nous y étions pour les émissions Les Aventuriers de l'étrange. C'était il y a pas ce week-end, mais l'autre d'après, l'autre d'avant plutôt, au salon du livre ésotérique et philosophique. Vous avez vécu une sortie hors du corps. Racontez-nous dans quelles circonstances. Des circonstances très banales. J'étais tout à fait dans une situation ordinaire, une soirée télé, et puis un coucher. Oui. Mon mari s'est endormi, et moi je suis restée éveillée ou prête au sommeil, je ne sais pas, dans un demi-sommeil, mais en tout cas tout à fait consciente. Oui. Rien de particulier dans votre vie à cette période-là. Je veux dire, c'était une vie normale, rien de particulier à signaler, j'entends par là. Non, absolument pas. Non. Une soirée comme toutes les autres soirées, finalement. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Sinon que le sommeil tardait peut-être à arriver, je n'en sais rien, mais enfin c'était tout simple. Je me suis couchée et puis soudain, j'ai senti quitter mon corps, l'abandonner complètement à l'horizontale. Et j'ai commencé mon ascension toute douce. C'était très 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 agréable jusqu'au plafond. C'est étrange, enfin, jusqu'au plafond. Ouais. C'est-à-dire, vous aviez le regard tourné vers le plafond, hein? Tout à fait. Vous étiez couché sur le dos, donc voilà. Voilà. Ouais. Et au moment où vous avez senti que, entre guillemets, vous quittiez votre corps, oui. Est-ce qu'il y a eu une angoisse, une crainte, une frayeur particulière ou non? Aucune. Aucune, vraiment. Aucune. Une grande douceur, un grand bien-être, une grande légèreté. Oui, tout à fait sans crainte. Ouais. Aucune crainte. Au contraire, cette légèreté était plutôt agréable et voilà. Je faisais mon expérience. Ouais. Oui. Sans l'avoir désiré du tout, c'est ainsi. Je suis donc arrivée au plafond et je continuais à penser, je continuais à je savais que mon corps était allongé
était dans le lit et que moi, j'étais ailleurs. Vous étiez ailleurs. Oui. Et est-ce que, puisque vous nous avez dit, je continuais à penser, donc je dirais, c'est tout votre intellect qui était là, qui était bien en éveil à ce moment-là. Et vous avez vu le plafond de très près? Oui. 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 Et puis j'ai décidé, et là c'est ma décision. J'ai décidé de redescendre et je suis redescendue aussi doucement et j'ai rejoint mon corps avec plaisir. Pas de sensation particulière au moment de, j'ai employé un terme un peu bizarre, mais de réintégrer votre corps? J'entrais à l'intérieur de mon corps, oui. Oui, où je me replaçais, je me recalais dans lui. Oui, vous vous recaliez dans lui, l'expression est jolie. Oui, oui. Et donc j'ai renouvelé le lendemain soir, j'ai renouvelé l'expérience, mais je pensais, évidemment, ça ne m'a pas laissé indifférente. J'ai un petit peu pensé à ça le lendemain, et j'avais hâte d'être en soirée, d'être dans cet état où rien ne perturbe, pas de bruit, pas de dans la pénombre, pour voir si par ma volonté, je pouvais réaliser à nouveau cette expérience. Oui. Et j'ai pu, en effet, la renouveler. Et je suis remontée dans mes étages, voilà, avec autant de douceur, de bien-être. Mais étrangement, je ne me suis pas questionnée. Il n'y avait aucune question dans cette lévitation entre guillemets ou sortie de corps. Je montais tranquillement, c'était délicieux. Alors, oui. Là, pour revenir un petit peu en arrière, la première nuit, donc vous êtes sorti de votre corps, vous êtes revenu et vous vous êtes endormi. Oui. Vous vous souvenez bien du moment où vous êtes, comme vous avez dit, vous êtes recalé dans votre corps. Oui. Et ensuite, vous dites, voilà, c'était finalement sympa, et vous êtes endormi. Et le lendemain, vous en êtes bien souvenu, vous avez le souvenir précis de ce que vous aviez vécu le soir même, enfin la veille, et vous avez réitéré l'expérience une deuxième fois. Oui. Et juste, alors là, vous avez décidé du moment où vous sortiez de votre corps, vous alliez sortir de votre corps. Oui. J'ai en tout cas eu la certitude que c'était moi qui le décidais. Oui. Oui. Là, on a du mal à gérer entre la volonté et puis ce qui doit se passer. Je l'ignore. Mais en tout cas, je sais que je le désirais, que je voulais et que j'avais hâte de me trouver dans la situation qui me permettait de cette évolution. Oui. Et vous avez donc voulu ressortir de votre corps. Oui. Et ça s'est fait. Ça s'est fait. Et le lendemain, également. 3 fois de suite, donc. Et là, 4 fois, en fait. Ah oui. Oui. Et toujours direction le plafond. Toujours direction le plafond. Oui. Cependant, la 4e fois, j'ai été saisie d'une certaine crainte. Parce que je me disais que si j'évoluais jusqu'au plafond, je pouvais aussi le traverser et aller vers des contrées inconnues qui m'inquiétaient un petit peu. Et donc là, ma volonté ferme m'a permis de redescendre. Et là, j'ai pris conscience, disons, lorsqu'on réalise ce qui nous est arrivé, je crois que on panique un petit peu. Ouais. On se fait une petite frayeur. Que s'est-il passé? Pourquoi? Et c'est là que les questions fusent. Tant qu'on est dans le feu de l'action, entre guillemets, tout va très bien. Mais quand
on a une inquiétude et puis j'ai cessé ces tentatives. J'ai pensé que si ça devait se reproduire de façon spontanée, eh bien, ça serait. Ouais. Sinon, voilà, je n'irai plus chercher. Donc, Oui. c'est lors de la quatrième et donc dernière sortie hors du corps que vous avez fait volontairement, hein, il faut bien le préciser. Vous étiez jusque-là dans un état plutôt serein, même plutôt un bel état de bonheur, quoi, hein, je dirais. Oui. Et vous avez eu, une fois que vous êtes retrouvé une fois de plus collé au plafond, vous vous êtes dit, si je traverse ce plafond, je ne sais pas où j'irai. Absolument. Ouais. Mais ça veut dire donc que vous aviez conscience que cet être que vous étiez, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, on va dire cet être, hein, ce sera plus simple, aurait eu la capacité de traverser le plafond? Vous le sentiez, ça? Là, c'est une croyance, c'est une supposition, mais je pense qu'effectivement, là, je me suis posé la question et que la possibilité était là. Ouais. Et je n'avais pas du tout envie de sortir de mon cadre, de mon cocon, du tout. Je craignais de. Et là, il y a eu une véritable angoisse, là. Une véritable angoisse, une petite panique, je dirais. Bon, soyons sérieux. On ne sait pas ce qu'il y a, ce qu'on peut rencontrer de l'autre côté. Revenons à nos sécurités. Oui. Voilà. Et depuis, enfin, vous êtes endormi ensuite, j'imagine. Oui. Et est-ce que vous avez eu envie une autre fois de réitérer l'expérience, de renouveler l'expérience, voir si s'il n'y avait pas quelque chose à retenter à nouveau? Non, jamais. Non, jamais. J'ai décidé une fois pour toutes d'en rester là. Je n'avais aucune explication à ce moment-là. Je n'en parlais avec personne, naturellement. Et je n'avais aucun outil pour comprendre le phénomène. Ouais. Et je n'ai pas voulu aller au-delà. C'est bien le terme. Oui. Aller au-delà. Ouais. Je vais passer la parole à mes invités, Pierre Macias et Renaud Évrard. Nous continuerons évidemment ensuite à découvrir avec vous, Maggie Fernandez, ce que vous avez vécu bien des années plus tard avec la disparition de votre fille, bien entendu. Renaud Évrard, quel sentiment ou des questions peut-être à poser à Maggie Fernandez? Bonsoir Maggie. Bonsoir. Vous faites le récit, enfin c'est toujours intéressant de voir qu'on peut vivre vraiment positivement des expériences de sortie hors du corps. Oui. C'est parce qu'il y a plein de gens qui le vivent mal et les questions justement que donnait Louis montraient qu'il y avait généralement justement une peur ou au moins une orientation un peu négative d'habitude. Et là donc vous vivez ça positivement, vous le reproduisez, mais j'ai l'impression que la partie subjective de votre vécu prend le pas par rapport à l'explication qu'on pourrait en donner, parce que c'est-à-dire vous me semblez, pour vous c'est une sorte de voyage astral. Vous le dites quasiment implicitement, mais peut-être vous pouvez le dire explicitement, mais vous avez vraiment l'impression, en fait, enfin l'impression c'est sûr, mais vous pensez que c'est une véritable sortie de l'âme dans d'autres dimensions. Je ne l'ai pas analysé. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu ainsi que je le dis, aussi simplement. Oui. Maintenant, ce qu'on peut y voir derrière, ou l'analyse qu'on peut en faire, si vous voulez, je n'essaie pas je n'ai pas essayé de comprendre, si vous voulez. J'ai vécu ça et je l'ai raconté bien des années plus tard. En tout cas, c'est resté gravé dans ma mémoire. Je le ressens aujourd'hui comme je l'ai ressenti il y a donc une vingtaine d'années maintenant.
sans aucune recherche et sans aucune analyse. Bien sûr, pour la suite, j'ai lu, j'ai entendu des témoignages évoquant ces sorties de corps, mais je n'en connais aucun mécanisme, je n'ai pas eu d'informations concernant les ressentis de ces personnes qui le font. Je sais que en Orient, c'est une pratique, enfin, non pas courante, mais en tout cas bien connue. Oui, je n'ai pas, je Maggie, n'ai pas approfondi. Une question tout de même, Maggie. Est-ce que lorsque vous étiez hors de votre corps, est-ce que vous aviez la conscience Oui. que si vous vouliez bouger un coup à droite, un coup à gauche, voleter, enfin je dis peut-être des bêtises, mais voleter à travers la pièce, que ça vous était possible ou pas? Non, j'étais transportée et je me suis laissée porter et à ce moment-là, je n'ai rien demandé, Oui. je n'ai rien désiré. J'étais portée, j'étais portée, je trouvais ça extraordinaire, je trouvais ça délicieux, je trouvais ça très doux, je trouvais ça très même confortable, à la 4e expérience, j'étais ravie de rejoindre mon corps. Oui. Voilà. Pierre. Oui, bonsoir Maggie. Bonsoir Pierre. Je pensais en vous écoutant, généralement on associe ce genre de phénomène, l'apparition de ce genre de phénomène à des situations particulières. Il m'est arrivé de rencontrer quand même des personnes à qui c'était arrivé comme ça de manière totalement spontanée, sans a priori de raison vraiment particulière. Généralement, c'est dans plusieurs cas, c'était quand même des gens qui non pas qui baignaient dans le milieu du paranormal, mais qui en avaient une certaine vision, qui le côtoyaient quand même un petit peu. Et puis une OBE comme ça, spontanément pouvait provenir. Mais dans votre, elles ont retiré plus ou moins de satisfaction ou de crainte, forcément la première fois. Ensuite, si ça se reproduisait, on s'apercevait que l'expérience pouvait arriver sans pour autant avoir de conséquences néfastes. Ouais. Donc il y avait moins de crainte, on va dire. Oui. Toujours cette idée quand même, il faudrait quand même qu'à un moment ou à un autre, je réintègre mon corps. Mais pour vous en particulier, est-ce que ces 4 expériences vous ont apporté quelque chose? A priori, il n'y a pas de raison à la base, mais est-ce que quand même elles vous ont apporté quelque chose? Dans le changement de vie, tu veux dire, dans la vision de le... Je sais pas, dans le quotidien. Ouais. Maggie? Non, j'ai gardé longuement cette histoire, l'histoire de cette expérience pour moi seule. Oui. Ça n'a rien changé à ma vie. Ouais. C'est par la suite qu'il y a eu une série de phénomènes ou de ressentis, d'intuitions qui se sont développés. Mais je ne baignais absolument pas effectivement dans le paranormal. Vous aviez quel âge lorsque ça s'est produit, ça? Moins de 30 ans. Ouais. Oui. D'accord. Oui. Est-ce que vous pourriez envisager que ça annonçait des expériences futures? Peut-être pas un déclencheur en lui-même, mais une première expérience qui pouvait annoncer d'autres vécus par la suite. Déclencher des capacités particulières, tu veux dire? La mise en évidence de capacités particulières à travers l'OBE spontané. Peut-être, mais en toute sincérité, je n'ai pas... C'est pas évident, quoi. Le lien. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis restée en quelque sorte, entre guillemets, innocente. J'ai vécu ça. C'était étrange et merveilleux à la fois, mais je ne l'ai pas relié à ce qui a
suivi. Ouais. Parce que, Une question, Maggie. Oui. Vous avez de vous-même arrêté l'expérience, au bout de la 4e fois, on est d'accord. Parce que vous aviez peur de ce qui allait arriver si vous poussiez plus loin. oui. Et est-ce que, à votre avis, dans votre fort intérieur, vous sentez que si vous aviez envie là maintenant, ce soir, quand vous allez vous coucher ou demain, si vous aviez envie est-ce que vous sentez que vous allez pouvoir revivre l'expérience? Ou c'est cuit? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que mon inconscient freinerait, je crois, très très fort. Ouais. Oui. Les cas de fer, oui. Ouais. Oui. Vous avez eu peur une fois, c'est fini, quoi. C'est pas vraiment une grande peur, c'était une panique. Bon, très bien, tu es revenu dans ton corps, maintenant c'est terminé. Voilà, on n'en parle plus. Mais je ne désire pas réitérer, non. Non, je ne le souhaite pas. Et puis, quand bien même j'aurais des informations, je serais beaucoup plus à l'aise avec ce phénomène. Dans mon inconscient, ou subconscient bloquerait quand même. Oui, il y a une petite voix à un moment qui vous a dit, bon, maintenant on arrête les conneries, on passe à autre chose, quoi. Voilà, tout à fait. Un peu, oui. En étant trivial, mais en gros, c'était ça. C'est tout à fait ça, oui. Oui. Bon. Soyons sérieux. Je pensais c'est un petit peu dommage parce que dans ce que vous avez raconté. Ça, c'est l'homme d'expérience, Maggie, qui parle. ce qui m'a un petit peu frappé, c'est que vous n'avez pas décrit d'environnement, je dirais fantasmagorique. C'est vous avez eu cette sensation de sortir de votre corps. Vous avez gardé une vision réelle de votre environnement. Oui. C'est-à-dire il n'y avait pas de transformation. On avait vraiment l'impression que vous étiez dans le réel. Oui. Et par là même, ça nous amènerait à pouvoir envisager de reproduire ça de manière contrôlée. Ce serait extrêmement intéressant. Il faudrait que je sois très encadrée. Mais avec Bernard Auriol, il y aurait aucun souci. Bon, réfléchissez-y parce que il essaye de détourner comme ça les invités de l'émission, Pierre pour son labo, ça je comprends, d'accord. Maggie, on va s'accorder une première pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à discuter avec vous des autres expériences que vous avez vécues, si vous le voulez bien, d'accord? Je le veux bien. À tout de suite. Sud Radio. Témoignage. 0826 300 300, si vous avez vécu quelque chose dont vous pensez que c'est de l'ordre du paranormal, appelez-nous au standard 0826 300 300. Morad est là pour vous accueillir et ensuite pour que vous passiez à l'antenne avec mes invités Renaud Évrard et Pierre Massias. Eh bien, nous essaierons d'éclaircir un petit peu toutes les zones d'ombre, de lever quelques points d'interrogation qui vous hantent, et c'est bien normal. Et surtout, nous vous ferons toucher du doigt le fait que vous n'êtes pas seul ou seul à avoir vécu des phénomènes paranormaux. Notre premier témoin, Maggie Fernandez, est notre compagnie. Maggie, vous avez écrit d'ailleurs un livre publié aux éditions Publibook. Ce livre s'intitule Cet esprit qui dérange. Avant de revenir au cours de votre témoignage, le livre, ça a été pour vous une thérapie, une forme de verbaliser, d'évacuer un petit peu tout ce que vous aviez vécu? Évacuer est un peu fort. Verbaliser, oui. Partager beaucoup. Ouais. Partager beaucoup, oui. Nous allons aborder le deuxième grand chapitre, je dirais, de votre livre. Une période qui a été évidemment excessivement douloureuse, je l'imagine bien. C'est la disparition de votre fille, Sophie, à l'âge de 20 ans, c'est ça? Oui, 19 ans et demi exactement. Il y a 15 ans, le 6 juillet. Oui, dans un accident de moto. Dans un accident de moto. Alors, il s'est passé différentes choses après, quand vous avez pu remettre tous ces phénomènes en perspective, je dirais, quand vous êtes retourné pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qu'a vécu votre fille avant son décès d'abord, que vous avez vécu vous-même.
Oui. des signes vraiment avant-coureurs Oui. de ce drame qui allait vous frapper. Alors, racontez-nous dans l'ordre chronologique ce qui s'est passé. Eh bien, ma fille avait, au moment des faits, terminé son année universitaire en psychologie. Ouais. Et elle avait terminé ses examens depuis le début du mois de juin. Et elle était donc depuis 3 semaines à la maison. Ouais. Tout simplement en attendant de partir travailler pendant les vacances avec ses amis. Et moi, je n'avais pas terminé mon année scolaire et je suis rentrée un jeudi soir, c'est très précis, dans ma mémoire, un jeudi soir à 17h. Et j'ai immédiatement senti une atmosphère étrange dans la maison, évidemment, mais senti que Sophie avait quelque chose de très très grave à me dire. Et elle m'a donc informée de raconter son après-midi. Ouais. En me posant tout d'abord la question de savoir si, à mon avis, elle avait un problème psychologique quelconque. Ce à quoi j'ai répondu bien évidemment que non, non. Et c'était la première fois qu'elle vous posait ce genre de questions. Bien entendu, oui. Oui, et elle était, on la sentait préoccupée, réellement préoccupée. Et donc, elle a commencé à me raconter son après-midi. Elle était partie chercher des documents au centre de documentation et d'information de Dax. Elle est partie à pied. Et durant son parcours, elle a entendu une voix qui l'appelait Sophie, Sophie, et elle s'est retournée dans tous les sens pour savoir d'où provenait cette voix, et elle a même failli se cogner un poteau parce que elle était un peu perturbée dans sa démarche. Et elle m'a raconté ça, je suis restée pétrifiée parce que ma fille avait un équilibre parfait. Et je ne comprenais pas. Je me posais la question de savoir s'il fallait voir un médecin, un psychiatre, un prêtre, un je ne sais quoi. Et puis en fait, j'étais très 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 angoissée de l'entendre ainsi, avec cette voix omniprésente. Et puis voilà, donc le lendemain matin, elle s'est levée, mais elle ne se levait jamais avant 11h, midi, voire midi. Oui, comme tous les jeunes, ce qui est normal. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, elle avait une manie particulière, c'était de lire jusqu'à 3h du matin, parce qu'elle avait horreur de voir le jour se lever, donc elle se couchait fort tard et se levait donc tard quand elle le pouvait, bien entendu. Ouais. Et le lendemain matin, elle est arrivée dans la cuisine pour me dire que la voix l'a réveillée à nouveau. Et là, j'ai essayé, bien entendu, de garder mon calme et de ne pas enfoncer le clou, entre guillemets, et de raisonner cette chose-là. Mais j'étais également perturbée. Cet après-midi-là, elle devait partir à Bordeaux. Ouais. Pour une inscription et visiter l'appartement qu'elle devait partager avec son ami. Et puis compte tenu de l'heure tardive de mise en marche, eh bien cet après-midi-là a été annulé. Nous avons remis à lundi le départ pour Bordeaux, et voilà. Et le soir, excusez-moi, le vendredi soir, j'ai été prise d'une crise de larmes très profonde et sans aucune raison.
vraiment aucune raison apparente, aucun motif qui aurait pu me faire pleurer. Je ne pleure jamais, c'est dans ma nature. Si ce n'est de bonheur, avez-vous écrit de temps en temps? Oui, voilà. Ouais. Oui, le bonheur, oui. Mais là, vous ressentiez rien de particulier, vous ne compreniez pas vous-même pourquoi vous aviez ces crises de larmes. Je ne comprenais pas. Quand ma fille a entendu et vu que je pleurais, elle m'a interrogée, son amie est venue, elle est revenue, elle s'est installée devant moi, elle m'a dit, écoute, tu vas pas me dire que tu n'as aucune raison de pleurer, pas à moi. Il était évident, nous disions tout, nous partagions, nous étions en osmose, donc Oui. il n'y avait aucune raison pour que je lui cache un chagrin ou non, je ne comprends pas, je ne sais pas. Voilà. Et voyons les événements, enfin les plus marquants de cet événement, si événement, enfin si on peut parler d'événement, parce que c'est plutôt une tragédie. Le dimanche matin, là on a à nouveau entendu ses voix et nous étions à table à midi, réunis, et là soudain elle s'est bouché les oreilles et nous a dit taisez-vous, j'entends un rotor d'hélicoptère au-dessus de ma tête. Alors là, c'était pour moi complètement incompréhensible. Je ne saisissais plus ce qui arrivait, enfin ce qui se passait dans la tête de ma fille. Alors que, évidemment, à l'extérieur, il n'y avait aucun bruit et il n'y avait pas d'hélicoptère qui passait. Enfin, je veux dire, absolument pas. C'est ça qui vous a inquiété, justement. Bah oui, oui. Elle était la seule à l'entendre. Ouais. Bien entendu, j'ai eu par la suite, non, peut-être pas une explication, j'ai pas la prétention d'avoir une explication, mais d'avoir compris ou d'avoir fait un lien avec ce qui a suivi. Hein. Ouais. Et alors ensuite, donc il y a eu votre fille Sophie qui a entendu ce rotor d'hélicoptère très fort dans sa tête. Oui. Et ensuite, chronologiquement, que s'est-il passé? Et bien ensuite, l'après-midi était pluvieux, donc nous avons vaqué à nos occupations, pris un bain, etc. Enfin bon, rangé. Elle a rangé son bureau. On pouvait penser que c'était logique, c'était la fin de l'année. Et son amie, elles, sont parties chercher des cigarettes à moto. Et aussitôt, 5 minutes après leur départ, j'ai entendu, nous habitions près de l'hôpital de Dax. Et j'ai entendu partir l'ambulance, en tout cas le SAMU. Et j'ai dit tout fort, ça y est, c'est pour eux. Voilà. Et j'ai commencé à penser avoir à me faire un film en fait, de l'accident jusqu'au cercueil, enfin tout. Ouais. Voilà. Toutes les angoisses d'une mère qui a peur pour sa fille. Mais dans un état, mais dans un état second, un état particulier. Et quand j'ai entendu la moto revenir, évidemment j'étais soulagée. Mais tout le temps qu'a duré mon rêve, je tenais un verre à la main, je ne l'ai pas lâché. C'était donc un état vraiment... Oui, vous étiez ailleurs, quoi, vraiment. Ouais. Perturbé, oui. Et j'ai dit tout fort, de toute manière, si ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Voilà. Le soir, nous sommes allés dîner. Elle a mangé tous ses plats préférés. Enfin bon, elle s'est fait plaisir. Elle a parlé de l'avenir. Ça a passé un bon moment. Et le lendemain matin, donc, puisqu'ils avaient remis à lundi ils devaient aller à Bordeaux. Leur visite à Bordeaux. Le lendemain matin, on devait s'organiser évidemment, puisque moi je repartais au lycée et puis partais donc très très tôt. Nous avons organisé notre toilette. Et là,
ça a été un instant très très pénible que je ressens très 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 souvent. Ma fille sur mon épaule, ses mains, sa lassitude et son refus de partir. Je ne veux pas partir, je n'ai pas envie de partir. Et là, j'ai eu une réaction idiote, une phrase stupide. J'ai dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et c'est une phrase que je ne répéterai plus jamais dans la vie parce que c'est tellement faux. Mhm. Et bien, je l'ai encouragée. Puis finalement, les voilà sur la moto. Et elle a mis son casque et je riais chaque fois qu'elle portait son casque parce que c'est la vision ce qu'on voit de la personne est complètement limité et puis bon c'est assez drôle Ouais. Elle était trop belle pour porter une chose pareille sur la tête et elle s'est retournée complètement. Elle s'était déjà assise sur le siège de la moto des passagères. Elle s'est retournée et a planté son regard, mais d'une brillance extraordinaire, dans les miens. Elle a planté ses yeux merveilleux. Et dès qu'elle s'est retournée, j'ai dit, mais là, c'est la dernière fois que nous nous voyons. J'avais ce sentiment, cette certitude. Ouais. Et puis, bon, les obligations aidant, je suis allée partir. Enfin, je suis allée préparer mes affaires et je suis partie au lycée sans plus penser à quoi que ce soit. Je veux dire, tout ce que je venais de vivre durant les 4 jours précédents ne m'avait absolument pas. Et c'était envolé, complètement envolé. Ouais. Et puis voilà, une heure et demie après. Une heure et demie après, l'accident a eu lieu. Et curieusement, à Mont-de-Marsan, alors qu'elle partait de Dax, parce que ce jour-là, il y avait la grève des chauffeurs poids lourds. Mhm. Et on leur a recommandé un autre itinéraire. Et voilà, l'accident a eu lieu. Moi, je n'ai pas été informée de l'accident. Je l'ai été seulement à 16h30 alors que l'accident avait eu lieu à 9h30 du matin. Je pense que tout le monde avait tous les gens qui étaient informés avaient quelques difficultés à en faire part ou Redouter évidemment la peine que ça allait vous faire, évidemment. Oui. Et c'est un monsieur fort courageux qui est venu au lycée annoncer d'abord cela au proviseur. Et donc il était 16h30 et là la troupe a commencé à se désorganiser. Nous étions en train de travailler et puis soudain on a vu sortir X, Y, Z, plus personne. Tout le monde s'était réfugié dans le bureau du proviseur et puis une collègue et moi-même, une collègue qui était enceinte était là avec moi en train de travailler. On a pensé tout simplement que les gens en avaient marre, étaient fatigués de leur journée. Bon. Et mon proviseur est entré dans le bureau, dans la salle où nous travaillions. Je le voyais très très agité. Puis il est reparti. Il m'a demandé un truc, je lui ai répondu. Puis il a refait une apparition et là je l'ai observé. C'était assez effrayant. Il avait la moitié du visage jauni, blanchi. Il avait visiblement quelque chose à me dire, mais voilà. Il ne pouvait pas me l'annoncer brutalement et il a simplement commencé par me dire que ma fille avait eu un accident. Là, comme si j'étais prête, j'étais sur des starting blocks, quoi. J'étais prête. Ouais. Et j'ai fait un bond et j'ai commencé à tournoyer sur moi-même, à me heurter à tout ce qu'il y avait dans la salle. J'avais compris.
j'avais compris. Enfin, je suppose que dans notre inconscient va très très vite et c'est le lien avec tout le vécu des derniers jours à une vitesse qu'on ne contrôle pas. Et je savais, j'avais compris qu'il s'est passé quelque chose, mais bien entendu, je ne voulais pas le croire. Oui. C'est clair. Et j'ai exigé avec une autorité que je ne connaissais pas qu'on aille chercher mon ex-époux. Et voilà, on est venu me dire qu'il ne pouvait pas venir parce que il n'avait pas de voiture. Je dis mais c'est insensé, il a deux véhicules. Donc je ne vois pas pourquoi il ne peut pas venir. Enfin bon, je savais très bien. Ensuite, vous vous êtes rendu à l'hôpital. Oui. Et le corps de ma fille n'y était plus. Oui. Il avait été transporté au funérarium. Ouais. Et là, j'ai récupéré. On m'a donné une poche, évidemment, le sac de ma fille. Et je me suis retrouvée là, toute seule. On vient de m'annoncer l'horreur. Et je suis restée là, seule. Et je suis sortie dans les couloirs et je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant, où je vais? Et bon, j'ai été récupérée par la suite par une amie et nous sommes allés au funérarium où j'ai refusé de voir... je n'ai pas refusé. Mon ex-époux m'a dit, écoute, je n'en suis pas capable, je ne pense pas que toi, tu en sois capable. Voilà. Dites-moi, Maggie, il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que vous nous avez parlé de Sophie qui avait entendu un rotor d'hélicoptère. Oui. Et bien plus tard, il y a eu quelque chose de tout à fait significatif. J'aimerais que vous nous racontiez cet épisode justement en rapport avec cet hélicoptère. Oui. Eh bien, donc les obsèques ont eu lieu 3 jours plus tard. Et un hélicoptère est passé sur l'église au moment où le corps de ma fille a été ramené, était devant l'église. Et l'hélicoptère est passé juste au-dessus de l'église? Oui, l'hélicoptère est passé juste au-dessus de l'église. Là encore, je n'ai pas fait le rapprochement, c'est ensuite que je l'ai fait, bien entendu. Nous avions une amie qui était pilote d'hélicoptère et qui n'avait pas eu l'autorisation de venir d'assister à l'enterrement. Puisque évidemment ça ne faisait pas partie de sa famille, pas partie de sa famille, bien entendu. Mais il s'est arrangé pour lui dire un adieu à sa manière. Oui. Et évidemment, il n'avait jamais entendu parler de cette histoire de rotor d'hélicoptère, de bruit d'hélicoptère qu'avait entendu votre fille. Non. Il n'en avait jamais entendu parler. Non, il n'en avait aucune connaissance. Non. Non. Maggie, une petite pause et on se retrouve avec Renaud Évrard et Pierre Massias pour peut-être apporter quelques lumières concernant toutes ces choses à la fois dramatiques et très étranges qu'a vécu votre fille, que vous avez vécu vous-même et que vous avez vécu, j'avais presque même envie de le dire, toutes les deux ensemble, de manière très étonnante. On se retrouve dans quelques minutes. Sud Radio. Témoignage. Maggie Fernandez est en notre compagnie. Maggie qui a écrit à la suite de tout ce qu'elle a vécu et d'autres choses sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir ce soir malheureusement, mais a écrit ce petit livre qui contient une centaine de pages aux éditions Publibook qui s'intitule Cet esprit qui dérange, avec d'ailleurs une couverture, une très belle photo de votre fille Sophie, hein? Oui. Très très jolie photo. Là, je me tourne maintenant vers mes invités qui vous ont écouté avec beaucoup d'attention. Pierre Massias et Renaud Évrard. Renaud, en commençant par vous. Qu'en pensez-vous? Enfin, je serais tenté de dire que, à n'en pas douter, Maggie et sa fille ont vécu des choses ensemble très particulières, pour le moins. Oui, et puis ce qui ressort beaucoup, c'est que finalement le côté paranormal de la question est pas celui qui nous touche le plus, pour ma part. En tout cas, là, c'est vrai que
c'est très tragique. C'est vraiment, on vit également ce deuil de cette fille, et donc c'est assez délicat d'en parler. Je ne saurais pas trop par quoi commencer ou quelles questions poser. C'est vrai que les quelques événements qui ont précédé la mort donnent une dimension encore plus délicate, encore plus difficile à ce deuil, parce que justement il appartient plus vraiment au monde réel, classique, terre à terre. On est obligé d'intégrer des éléments et de les intégrer seuls. Et finalement, le livre vient donner une sorte de rituel, d'écoute, de partage, qui peut permettre justement que le deuil ne se fasse plus forcément individuellement, parce que là, il y a trop de choses, c'est trop dur, mais collectivement. Et donc là, ce témoignage-là, lors de l'émission, j'ai l'impression que ça participe aussi de ce travail. Il n'en reste pas moins que ces prémonitions, ces sensations qu'a eu Maggie avant cet événement tragique, le fait de se dire, par exemple, si ça n'est pas aujourd'hui, c'est pour demain, en étant dans cette espèce, Maggie, dans cette espèce de demi-conscience, quoi, quasiment. Vous n'étiez pas tout à fait vous-même à ce moment-là, quoi. Non, j'ai eu l'impression que c'était plutôt quelqu'un d'autre qui le disait. Ouais. Mais ma voix. Ouais. Ça, plus le fait que Sophie, votre fille, donc, ait entendu ce retors d'hélicoptère, alors que bon, pourquoi elle aurait entendu ça, Renaud, ce sont des choses très particulières là qui se sont produites avant le décès de Sophie. Oui, alors vous voyez, ça passe par des événements paranormaux où en fait justement on a des sons qui n'ont pas de raison d'être, où on a l'impression d'être appelé par le prénom. Il y a aussi la crise de larmes finalement qui est vraiment de l'émotionnel pur, et finalement ce serait comme si l'émotion remontait le cours du temps, parce que elle a une utilité. L'utilité de la prémonition, c'est toujours de prévenir d'une chose qu'on pourrait éviter. En fait, finalement, donc quand on regarde la littérature, on ne trouve pas, voire ou peut aller à la limite de prémonitions heureuses, d'événements heureux. C'est toujours des prémonitions de dangers ou de choses négatives qui permettent justement une meilleure prise de décision basée plus sur l'affectif. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas quand ça va être. Oui. L'information n'est pas extrêmement précise. On va être juste un peu plus sur le qui-vive, et parfois il y a quelques éléments qui vont coïncider. Par exemple, ne pas prendre la voiture ou des choses comme ça. Ouais. Mais là, dans votre cas, on ne pouvait pas prédire non plus exactement la chose. Et ça, c'est vraiment difficile, quoi. On a que la moitié de la chose, de l'information. Ouais. Mais que pensez-vous, Renaud, de ce fait que Sophie, donc la fille de Maggie, ait entendu ce rotor d'hélicoptère? C'est quoi? C'est de la voyance qu'elle a fait? C'est une espèce de mécanisme inconscient qui s'est enclenché, sentant que la fin était proche. Qu'est-ce qui s'est passé là exactement? Je sais pas si elle sentait que c'était la fin était proche, mais de manière inconsciente, j'entends, bien sûr. Oui, mais là, on a quasiment de l'information directe. Enfin, après coup, nous, on a l'impression qu'on fait la relation directement, mais entendre un rotor d'hélicoptère, c'est vraiment, oui, c'est vrai que c'est vraiment étrange, et je vois pas trop ce qu'on ferait de cette information, quoi, en fait. Je pense que c'est juste étonnant, ça intrigue, mais je saurais pas comment elle, ou comment on pourrait à l'avance faire le lien, et comment justement cette information se révèle utile. Alors justement, elle est extrêmement pertinente après coup, elle est extrêmement voyante, mais au départ, elle n'est pas justement très utile. On peut pas vraiment poser des décisions à partir d'elle. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on va avoir des phénomènes un peu vagues de perception, et qui vont être plus faciles à décider. Ça va être un rêve avec un accident de voiture, on ne prend pas la voiture, même si c'est pas très précis. Mais là, on a une telle précision dans l'événement avec le rotor d'hélicoptère, que finalement on perd du coup de la précision derrière. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, quoi. Pierre Macias. Oui, je vais revenir sur ce que vient de dire en fait Renaud sur les prémonitions qui ne sont pas très utiles parce que incomplètes, imparfaites, sans éléments caractéristiques qui puissent faire deviner l'événement qui va se produire. J'ai l'impression, et c'est effectivement le moment où Sophie entend le bruit d'hélicoptère au-dessus d'elle, le fait qu'elle entende des voix qui l'appellent,
qu'il appelle, c'est-à-dire qu'il interpelle. À l'origine, au début, on pourrait penser, enfin c'est comme ça a priori. Alors c'est une interprétation complètement personnelle, et a priori, on pourrait penser que c'est Maggie qui aurait produit un phénomène de voyance, qui aurait envisagé un événement malheureux. J'ai l'impression que c'est pas le cas. J'ai l'impression que c'est Sophie qui a eu cette prémonition, Tout à fait. qui l'a exprimée de manière comme elle a pu, de manière imparfaite, de manière très ponctuelle. Et qui par ricochet a déclenché cette prémonition chez sa mère? Non, je ne vois pas je ne vois pas du tout de prémonition chez Maggie. Ouais. Par contre, l'osmose mère-fille a fait que Maggie enfin, je dis a fait, mais attention, je reste dans une interprétation personnelle, donc aurait fait que Maggie a ressenti ce trouble de Sophie, a ressenti cette prémonition que faisait Sophie, qu'il exprimait aussi en voulant ranger sa vraiment trop rangé un petit peu avant. C'est cette osmose mère-fille qui aurait permis à Maggie d'appréhender de manière totalement imparfaite la situation. Et en fait, c'est là où je reviens à la notion de prémonition qui n'est pas très utile ou qui est toujours néfaste. Ici, on est dans un contexte en fait qui montre vraiment certains cas de prémonition ou d'autres phénomènes paranormaux qui permettent aux gens de mieux vivre un événement qui va se produire, de mieux vivre un événement courant, en sentant en plus de cette manière un petit peu inconsciente, en sentant à travers Sophie cet événement qui se profile à l'horizon, d'accompagner, d'être plus présent, de profiter davantage de ces derniers moments avant l'événement final. C'est en quelque sorte une chance. C'est pas, on n'est pas dans le cas où on va dire pourquoi ça m'arrive à moi, c'est pas normal, on m'en veut. Là, on retourne complètement la situation. C'est une chance d'avoir pu accompagner au mieux votre fille dans cette aventure. Ce que vous dites est tout à fait juste. Tout à l'heure, Renaud parlait d'émotions, de tristesse ou je ne me souviens plus très bien du terme. Mais effectivement, pour moi, tout ce que j'ai vécu autour de la mort de ma fille m'a bien permis de ne pas avoir cette souffrance d'injustice que connaissent beaucoup de parents qui ont perdu leur enfant. Ça a été une aide précieuse, je dis bien très importante. Et par la suite, ces visites et enfin les petites conversations. Enfin, il n'y a jamais vraiment de conversation avec quelqu'un qui est dans l'au-delà, mais cette présence et les signes et les échanges. Quelques mots, oui, parce que je ne sais pas si on peut passer directement à la dernière vision, au dernier entretien que nous avons eu avec Sophie quelques années après son décès. Toi, vis ta vie, la mienne est bien. Voilà. Oui. Est-ce que c'est une apparition? Racontez-nous ça. Oui. Oui. Vous étiez où? Il était quelle heure? Ça s'est passé comment? Étrangement, je vis toujours ça dans ma chambre. Je suis seule, dans le silence. J'ai un rite, je fais des mots fléchés le soir avant de m'endormir. Et c'est à ce moment-là, outre le fait que j'ai eu très souvent j'ai été invitée à l'écriture automatique. J'avais donc cette présence parfois. Et bien sûr, en exigeante que je suis, j'aurais souhaité qu'elle vienne beaucoup plus souvent. Mais c'était toujours extrêmement rafraîchissant et c'était toujours une aide pour moi et une grande joie pendant
pendant quelques semaines, que de la voir, de l'entendre ou de ne pas l'entendre, mais de la voir. Et Donc là, racontez-nous comment ça s'est passé, ce que vous avez vu ou perçu. Eh bien, Sophie arrive avec son visage, son expression, et elle est venue à tellement de reprises que bon. Mais quand vous dites elle arrive, elle apparaît. Elle apparaît. Oui. Oui, elle apparaît. Où cela exactement? Devant mes yeux. Oui. Devant mes yeux et c'est toujours une pénombre quand même. On n'est jamais dans la lumière absolue. Donc et là, son visage apparaît en face du vôtre. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Son visage et parfois son corps entier. Oui. Vêtu de bleu. Notamment. Oui. Et voilà, il y a des échanges. Mais je ne sais pas si c'est parce que je suis paralysée ou devant cette apparition ou quoi, mais je n'ai jamais pu m'exprimer vraiment et tenir ce qu'on appelle une conversation. Voilà. Oui. Elle est là, elle me regarde et parfois me donne des messages importants et le dernier c'était ce que vous avez dit effectivement, toi vis ta vie, la mienne est bien. Donc, voilà, et ensuite par la suite ce ne sont que des rêves que j'ai voilà. Donc c'est sa dernière apparition entre guillemets. Oui, apparition, voilà. Avec cette phrase très optimiste finalement. Oui, parce que moi, par moments, évidemment, j'ai des souffrances viscérales, et je voudrais qu'elle soit là, et je dis maintenant, ça suffit, quoi. Je voudrais que tu reviennes. Ouais. Mais son monde n'est pas le mien. Et voilà. Enfin, n'est plus le nôtre. Tout à fait. Renaud Évrard, est-ce que cette apparition et cette phrase clé est une phrase importante qui aide à franchir le pas, à dire maintenant il faut que je vive? Vous pouvez me rappeler juste la phrase? Oui, bien sûr. C'est toi, vis ta vie, la mienne est bien. Ben oui, c'est le genre de phrase qu'on rencontre souvent en fait. Ah bon? C'est-à-dire que oui, c'est dans les communications que les personnes peuvent avoir avec leur être cher, on voit que c'est une sorte de prolongation de leur propre état psychique, finalement comme si on faisait une création littéraire et qu'on faisait un dialogue entre des individus. On est tous capables de faire justement ce côté romanesque et cette phrase, elle vient marquer que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et finalement c'est bien, c'est sûr qu'elle est très marquante. Dire ensuite que c'est vraiment votre fille qui vous a dit ça, je pourrais pas aller jusque là, mais en tout cas j'ai déjà entendu et lu plusieurs dialogues comme ça avec des personnes de l'au-delà, et il y a vraiment des étapes où d'abord on interroge l'autre où il est, tout ça, et on se rassure, et finalement il y a toujours des phrases comme ça de scission ou maintenant vis ta vie, oublie-moi ou fais sans moi, qui finalement reflètent un parcours inconscient. Mais tout à fait, c'est tout à fait valable d'une certaine façon. Mais ce qui me donne l'impression, et là je vais rapprocher par rapport à l'apparition, c'est que vous vous dites que vous êtes paralysé, que finalement ces échanges ils sont difficiles. C'est pas véritablement une communication au sens habituel. Mais ça ça pourrait être mis en relation avec le fait que ces apparitions sont peut-être justement des projections de votre propre psychisme en fait. Pas que ce n'est pas réel. Je sais pas ce que je dis. C'est-à-dire qu'il existe des phénomènes en parapsychologie qu'on appelle des ectoplasmes, qui sont des apparitions de fantômes, de matière, des choses comme ça, dues à des capacités parapsychologiques en fait. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que les médiums qui produisent ces formations ectoplasmiques, ils sont dans des états modifiés de conscience qui leur permettent pas d'avoir pleinement
en fait, possession c'est de leurs moyens. Quoi. Voilà, ils devaient Ouais. assumer 2 psychismes en même temps, ou vraiment Ouais, des ouais. efforts à la fois physiques et intellectuels. Et généralement, on reste dans une sorte de figuration. Ça devait des échanges plutôt simples, plutôt très métaphoriques, très imagés, très poétiques, très artistiques aussi, on peut dire. Il y a plein de choses comme ça, mais dont la profondeur intellectuelle n'est pas forcément toujours retrouvée. Mais moi, je rapprocherais ça de ça. Donc finalement, dire que dans cette discussion, il y a peut-être une intervention de votre fille, je ne l'écarte pas, mais il y a aussi peut-être justement une sorte de dialogue entre vous et vous-même qui finalement a abouti dans ce cas-là, parce que vous avez vraiment réussi à contenir votre chagrin et à faire quelque chose de cette histoire. Je rebondis un petit peu sur sur ce que vous dites. Je pense que si c'était une vue de l'esprit du mien, je la verrais comme je fabriquerais cette vision. Cette vision, je fabriquerais ce regard, je fabriquerais sa tenue, je fabriquerais enfin, entre guillemets comme une usine cérébrale. Or, c'est toujours une surprise et ce n'est jamais comme j'aurais pu l'imaginer. Bien sûr, voilà. Mais vous ne le faites pas de manière consciente, absolument bien sûr. pas. Si ça se produit, effectivement, ça ne doit pas être conscient. Tout à fait. Je voudrais que Pierre donne également son interprétation. Pierre. Oui, Renaud a mis... Renaud a exprimé tout à fait, à partir du moment où on commence à parler de survivance et de communication avec des défunts, quel que soit le moyen, que ce soit spiritisme, transcommunication ou autre, du problème, de la situation, je vais dire, des parapsychologues, des métapsychistes qui privilégient à l'heure actuelle, on va dire, les phénomènes psychiques produits par les vivants plutôt que la manifestation explicite d'une survivance, tout simplement, parce que vis-à-vis du laboratoire, de la recherche scientifique en parapsychologie, depuis un siècle, on va dire que la preuve de la survivance n'a pas été établie. Donc, et certains aussi, l'étude de cas, aussi bien l'étude de cas sur le terrain que les expériences en laboratoire permettent de ramener ces phénomènes vécus au psychisme, à l'homme. Ouais. C'est-à-dire que l'hypothèse privilégiée actuellement dans la recherche, c'est que c'est plutôt le vivant qui produit ce phénomène. Voilà. Et que ça n'est pas une émanation de quelqu'un de décédé. Tout à fait. Ouais. Alors, je vais personnellement rester quand même très prudent par rapport à cette position, dans la mesure où on dira qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de preuve de la survivance. Ça ne veut pas dire que la survivance n'existe pas. Tout à fait. Mais là, il s'agit, je dirais, d'un choix de vie personnelle, d'un choix de croyance, mais qui n'a pas de lien direct à ce que l'on peut dire savoir de ce type de phénomène. Et encore une fois, je vais encore revenir sur cette situation de Maggie par rapport à cette apparition qui vous a permis, Maggie, de faire votre deuil, je dirais, jusqu'à cette dernière apparition où effectivement on en arrive à la situation où, s'il existe une survie, cette autre personne, ce proche, a lui aussi sa vie à faire, sa vie, son existence, bien on va dire, à poursuivre de son côté. Et elle est bien, en plus, préciser, la mienne est bien. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est très important aussi. Donc comme on va vivre dans nos vies, à certains moments des chemins se séparent, à certains moments ils pourront se rejoindre, ils pourront même éventuellement se dire coucou de loin. En tout cas, je vais revenir un petit peu sur cette notion que j'amenais tout à l'heure sur l'utilité, sur l'utilité, la vision vraiment intéressante du témoignage de Maggie, c'est que
sans promouvoir en aucune manière une démarche survivaliste, je vais dire, au décès d'un proche, Maggie a eu encore cette chance de dire un dernier au revoir à sa fille, dans l'espoir évidemment d'une retrouvaille future, mais sans l'espérer, sans l'espérer, sans y croire, sans que ce soit une assurance. Mais en tout cas, ça a été un moment privilégié que de pouvoir dire un au revoir à cet être cher. Parce que j'ai rencontré aussi par ailleurs, je vais dire chez Cécile, une jeune femme de la région narbonnaise qui a eu aussi la chance de dire un dernier au revoir à un ami décédé d'une maladie ingrate. C'est dans le domaine du paranormal, on retrouve des situations de terrain comme ça qui sont vraiment très fortes, qui permettent de mieux vivre l'événement pour celui qui reste. Merci beaucoup Maggie, en tout cas de votre témoignage. C'était très gentil à vous. Je sais que vous souffrez d'une sciatique en plus, donc ça n'a pas dû être vraiment simple. Mais en tout cas, ça ne s'est pas senti à l'antenne, si je puis me permettre. Bon, c'est parfait. Non, très bien. C'est une bonne infirmière. Tout à fait. Je vous fais de grosses bises Maggie et à très bientôt. Je vous embrasse tous. Au revoir. Bonne soirée. Maggie Fernandez, donc, qui a écrit ce livre paru aux éditions Publibook qui s'intitule Cet esprit qui dérange, ce témoignage à la fois fort, touchant et très intéressant. Donc, cet esprit qui dérange aux éditions Publibook. 0826 300 300, un autre témoignage. Sud Radio. Témoignage. Michel, bonsoir. Bonsoir Louis. Merci de nous rejoindre dans les aventuriers de l'étrange. Ma chère Michel, vous avez vécu quelque chose de, comment dirais-je, de particulier. Tout à fait. C'est une voix que vous avez entendue, je crois. Oui, il n'y a pas que la voix d'ailleurs. Ah, très Alors, bien. ça date d'il y a quand même longtemps, puisque c'était en 1969, le 31 juillet. Ah, vous vous en souvenez de manière très précise, Ah ben, ce sont des choses qui marquent quand même. J'imagine. Et pourquoi la date est très précise? Tout simplement parce que nous avions passé toutes nos vacances à faire le tour de la Corse. Oui. Et le 31 juillet, c'était le 30 ou le 31, puisqu'on devait reprendre le bateau sur Ajaccio pour revenir sur le donc, continent. Sur le continent. Oui. Et donc, à cette date-là, bien, il y avait tous les gens qui arrivaient du continent et tous ceux qui repartaient. Oui. Et les routes n'étaient pas très larges, pas toujours parfaitement goudronnées. Et donc, nous étions sur le retour. C'était mon mari qui conduisait. Il y avait ma fille qui dormait derrière. À un moment donné, mon mari me dit je suis fatigué, je voudrais dormir, veux-tu prendre le volant? Je lui dis pas de problème. Donc, nous échangeons nos places. Et lorsque je m'assieds au volant, une voix me dit pas plus de 30, pas plus de 30. Voilà, je me dis qu'est-ce qui se passe? Vous avez clairement entendu une voix. Ah oui, tout à fait. J'ai entendu la voix me dire pas plus de 30, pas plus de 30. Et lorsque j'ai voulu appuyer sur l'accélérateur, l'accélérateur, il voulait rien savoir. Je ne pouvais pas aller au-delà de 30. C'est-à-dire que l'accélérateur était bloqué, vous ne pouvez pas appuyer sur la pédale, ou alors vous enfonciez la pédale, mais le moteur ne réagissait pas. Non, je sentais une résistance au niveau de l'accélérateur. D'accord. Je n'arrivais pas à aller plus vite. Ouais. Et donc, il y avait des voitures devant moi, des voitures derrière moi, et des voitures qui arrivaient sur l'autre fil, dans l'autre sens. Ouais. J'ai dû faire quelques kilomètres, et au bout de quelques kilomètres, un grand bruit, la voiture qui se déporte sur la gauche, mais vu que je n'allais pas très vite, j'ai pu éviter la file d'en face, j'ai pu me rabattre, m'arrêter, tout simplement, un pneu avait éclaté. Ah oui. Mais le lendemain, l'accélérateur, il marchait tout à fait convenablement, une fois qu'on a réparé le pneu. Oui. Mais alors, cette voix que vous avez entendue, elle a dit donc pas plus de 30, pas plus de 30. Voilà, on est elle d'accord. me l'a répété. Oui. Est-ce que vous
vous êtes capable de dire si c'était une voix féminine ou masculine? Il me semble plutôt, mais maintenant c'est lointain, que Ouais. c'était plutôt une voix masculine. Bon, Hmm. je n'affirmerai Mais sans rien. certitude, oui. Je n'affirmerai rien puisque ça date d'il y a longtemps. Mhm. Et cette voix, évidemment, si on avait eu un magnétophone qui est enregistré, par exemple, dans la voiture, on ne l'aurait vraisemblablement pas enregistré. Je veux dire, il n'y aurait rien eu d'enregistré sur la bande son. Avec un micro, on n'aurait pas pu. Je n'en sais rien, étant donné que mon mari avait plongé de suite dans le sommeil, il était fatigué, et ma petite fille derrière dormait également. Ouais. Mais ça vous a secoué, parce que la voix a dû être... Ça m'a marqué, donc à l'époque, je n'en ai pas parlé, sauf à mon mari, puisque c'était des choses dont on ne parlait pas trop. Maintenant, on en parle beaucoup plus facilement, parce que j'en aurais parlé à l'époque, bon, celle-là, elle est un peu farfelue. Malheureusement, c'est ce qu'on dit souvent, oui, il y a des gens qui ont vécu des phénomènes comme ça. Ouais. Mais disons que cette voie et ce blocage de l'accélérateur nous a quand même sauvé la vie. Ah bah oui, parce que un pneu qui éclate sur une route étroite avec des voitures qui défilent... Ah oui, non, vous y aviez droit, là, c'était direct. Je n'aurais pas pu maîtriser mon volant et pouvoir revenir de mon côté. Oui, tout à fait. Intéressant ce que vous avez vécu, c'était donc en 1969. Voilà, en 1969. Juillet 1969, le 30 ou le 31. Oui. Il me semble que c'était le 31. Renaud Évrard, à votre avis, qu'a entendu ou qu'a vécu de manière plus globale Michel dans cette aventure? Du coup, ça a permis quand même de sauver sa vie, sûrement celle de son mari et celle de sa fille. Oui, et c'est là tout l'intérêt finalement. C'est Oui. ce que je disais tout à l'heure, c'est bien que ce témoignage vienne corroborer. Bonsoir en tout cas. Bonsoir, Renaud. Et oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus se mêle à cette prémonition le fait qu'elle vient par une voix déjà, donc une sorte de dissociation. En plus, la voix, elle peut être masculine, mais généralement, elle est neutre, elle est très présente, en même temps très extérieure. C'est toujours très étrange, ces voix. Sont quand même, on peut quasiment les différencier des voix entendues par les schizophrènes, en fait, qui ont des caractéristiques assez différentes. Et cette voix-là spontanée, il y a aussi autre chose, c'est la résistance de l'accélérateur. Ah oui. Ce serait une sorte de soi-même on est convaincu et on agit automatiquement, on n'arrive plus à pousser l'accélérateur. Soi-même on est paralysé, c'est toute une possibilité. On peut avoir comme ça, par hypnose par exemple, on peut suggérer à des personnes qui n'arrivent pas à porter un verre d'eau parce qu'il est devenu trop lourd et ils n'arrivent plus à le porter en fait. Mais là, je me rappelle que j'ai essayé d'appuyer. Ah oui, tout à fait. Dans des états de dissociation comme ça, où il y a comme l'inconscient qui dit quelque chose et le conscient qui pense autre chose, il peut tout à fait, ça peut ne pas marcher, ne pas avoir une paralysie comme ça, tout à fait psychologique. On peut aussi aller plus loin et penser que c'était une psychokinèse. C'est pas nécessaire, mais c'est vrai que c'est un élément qui rajoute au témoignage. Et là, apparemment, comme vous l'expliquez, on retrouve tous les éléments qui définissent une prémonition, c'est-à-dire vraiment, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas rationnellement prévoir, que le pneu allait éclater, à moins que vraiment il était dans un état très défectueux, et on n'a pas pu non plus le provoquer normalement, en fait. Donc, on peut penser que ça vous a permis de vous prévenir d'un danger, un effet préventif, et que c'est toujours comme ça, finalement, c'est toujours comme ça, c'est à ça que ça sert, quoi. Ouais. Et dans votre cas, vous avez réussi à éviter l'accident, et ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui ont accepté la psychokinèse, des physiciens en particulier, mais qui n'acceptaient pas le fait qu'on puisse modifier finalement le futur qui est un peu perçu par cette psychokinèse, ou qui, en tout cas, dont on est prévenu. Et finalement, on se rend compte par votre témoignage et par d'autres témoignages du même genre que ça pose vraiment une sorte de paradoxe temporel. On perçoit quelque chose du futur, mais en même temps, la détermination de ce futur n'est pas totale et on peut encore changer quelque chose. On peut changer le futur. C'est-à-dire que rien n'est écrit, quoi. Oui. C'est intéressant quand même ce que ça pose comme débat. Oui, tout à fait.
Mais vous vous rendez compte, si vous n'aviez pas eu cette prémonition de manière inconsciente qui s'est traduite par cette voix qui vous a interpellé, vous alliez, excusez-moi le terme un peu trivial, mais vous alliez tout droit au carton, quoi. Ah ben oui, tout à fait. Et je pense que ça aurait été très dangereux. Ah, complètement, oui. Parce que il y avait vraiment des voitures, une file ininterrompue qui allait dans le sens inverse du mien. Oui. Pierre Macias. Bonsoir Michel. Bonsoir Pierre. Alors effectivement, cette histoire que vous nous avez racontée, cette expérience, je dirais caractéristique de ce qu'on peut vivre sur le terrain, c'est-à-dire spontanément un monsieur, une dame quelconque va vivre une expérience exceptionnelle. Et c'est ça qui a fait démarrer en fait, je dirais pratiquement la recherche en parapsychologie. On ne peut pas dire que, en quelque sorte, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, qu'il ne se produit rien. Vous vivez une situation particulière, un événement, rien que par là, on peut dire que un phénomène existe. Maintenant, reste à savoir comment on va pouvoir interpréter ce phénomène. Oui. Bon, Renaud vient de donner quelques pistes qui sont intéressantes et qui sont très intéressantes dans la mesure où, quand on parle de prémonition, on envisage tout de suite le futur. Enfin, on envisage facilement le futur comme étant écrit, alors que les phénomènes les expériences prémonitoires connues ont tendance à montrer que ce futur est quand même libre. On garde notre libre arbitre. Oui, c'est-à-dire que si j'ai une voyance maintenant concernant ce qui va se passer dans un quart d'heure, c'est la conception du quart d'heure qui va arriver, c'est celle que j'ai maintenant. Oui. Mais on a le droit de bifurquer entre-temps, d'ici à ce que ce quart d'heure se déroule, et là, ça changera encore le futur. Tout à fait. Ouais. Bon, et c'est ce que vous avez fait, Michel. Un quart d'heure, ça fait relativement court, donc il y a peu de chances, je dirais, qu'un élément, soit un élément tout à fait d'importance intervienne, mais on s'aperçoit quand même que plus la prémonition est éloignée dans le futur, et moins elle est précise. Tandis que là, le temps était réduit. Quoi. Ça s'est passé en combien de temps, tout ça, entre le moment où il y a eu la voix et le pneu? J'ai dû faire peut-être 3 kilomètres. Ah oui, donc ça a été relativement court quand même. Oui, ça a été un temps relativement court. Je me demandais ce qui se passait et puis brusquement, j'ai su ce qui se passait. Maintenant, quant à l'interprétation au final, pour poser, je dirais, une conclusion finale, ça devient extrêmement difficile parce qu'on est aussi en droit de se poser la question de savoir si vous connaissiez l'état de la voiture, si vous aviez vu avant de monter dedans l'état des pneus. Ah non, puis alors c'est pas du tout. C'est pas votre domaine, quoi. Voilà, ça n'est pas mon domaine et ça ne m'intéresse pas du tout. Tout à fait, mais je vais pousser un petit peu plus dans cette voie. On peut avoir un ressenti inconscient à ce niveau-là, ne serait-ce que dans la conduite du véhicule. Cas classique, des pneus qui sont usés vont avoir moins d'adhérence sur la route. Oui, la voiture aura tendance à tirer plus à gauche ou plus à droite. On tournera le volant plus facilement aussi que s'ils sont mal gonflés, s'il y a un problème de pression. Ça tire, on le sent quand même. Voilà, tout à fait. Voilà, vous le dites, on le sent, mais on peut avoir aussi des indications inconscientes. Bon, mais je vais pas rentrer non plus dans cette explication comme explication. Hein. Oui, non, parce que je pense pas que cela est joué du tout pour moi, du moins. Ouais. Voilà, bon, là, il faudrait une enquête. Enfin, je me demande même si l'enquête de terrain serait à même de définir exactement ce qui s'est produit. Ouais. Mais on est là tout à fait dans le cadre typique du phénomène qui donne l'idée, qui amène l'idée. Il y a quelque chose d'intéressant à éplucher. Le futur n'est pas complètement écrit. Ça, c'est intéressant. Merci, Michel. Eh bien, bonne continuation. À vous aussi, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Dans quelques minutes, un autre témoignage passionnant, celui de Christian qui, lui, a vécu un phénomène d'apparition. Restez avec nous, ce sera tout de suite sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Si vous avez, comme Michel ou comme Maggie, qui se sont succédés à l'antenne, vécu un phénomène paranormal, vous pouvez nous appeler, Morad est au standard pour vous accueillir au 0826 300 300, 0826 300 300 ou encore nous
vous envoyez vos SMS au 71 200. Sud Radio. Témoignage. Pierre Macias, Renaud Évrard sont en ma compagnie pour écouter vos témoignages au 0826 300 300. Christian, bonsoir. Oui, bonsoir Louis. Bonsoir Pierre Mathias, bonsoir Renaud. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mon cher Christian, vous nous avez laissé un message, vous, sur le répondeur des aventuriers de l'étrange au 0826 300 300, pour nous dire que vous aviez vécu un phénomène d'apparition, c'est ça? Tout à fait, oui. Alors, expliquez-nous dans quelles circonstances. D'abord, ça remonte à quand? Ça remonte dans les années 1962. J'avais environ 8 ans. Oui. J'habitais un mas avec mes parents et de mon grand-père. Et pendant de très longues années, j'ai eu l'apparition de l'âme de ma grand-mère, qui a été déportée dans un camp de concentration. Oui. Qui est décédée dans ce camp ou qui a eu elle est la décédée dans chance ce de camp en revenir? 1942, oui. D'accord. Et alors, la période des faits, si j'ose dire, donc, vous aviez 8 ans. Tout à fait. Et vous habitiez dans la maison familiale, hein? Tout à fait, oui. Donc, maison chargée d'histoire, qui était dans votre famille, et où avait vécu votre grand-mère, bien évidemment. Oui, tout à fait, dans la chambre où j'ai eu ces apparitions, oui. Oui. C'était la chambre dans laquelle vous dormiez? Oui, tout à fait, oui. Alors, ça se produisait de quelle manière? Racontez-nous ça. Eh bien, elle apparaissait que pendant mon sommeil, et elle me frôlait dans mon sommeil, et je sentais ses déplacements au-dessus de ma tête, et ça me réveillait. Je me levais, je la poursuivais avec un pelochon, et elle sortait toujours par la fenêtre. Et après, ça recommençait 4 ou 5 fois par nuit, et ça a duré pendant de très longues années, puis jusqu'au jour où mes parents ont décidé de me mettre en pensionnat pour ma tranquillité. Ouais. Mais alors, vous dites, elle me frôlait, vous sentiez quelque chose qui vous frôlait. Donc là, vous dormiez à ce moment-là, hein? Oui, tout à fait, oui. Bon. Et ensuite, ça vous réveillait? Ça me réveillait, oui. Ouais. Et je sentais les déplacements au-dessus de ma tête, oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous voyiez? Est-ce qu'il y avait quelque chose de visible? Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Non, c'est une forme de 0,80 cm à 1 mètre, comme une auréole en forme de ballon de rugby. Ouais. Mais son visage n'était pas descriptible. C'était comme un ectoplasme, par exemple. Une forme de visage, quand même? Ou c'était plutôt une forme vague, une forme... Une forme vague, oui. Ouais. Comme un exemple, un hippocampe, par exemple. Oui. Je vois un peu la forme un petit peu allongée vers le bas, vous voulez dire. Il y avait, j'ai jamais pu mettre une image sur son visage, quoi, en fait. Et vous étiez complètement réveillé à ce moment-là? Oui, tout à fait, oui. Je la poursuivais parce que j'étais tellement effrayé, j'étais pétrifié, ça me faisait peur quand même. Oui. Et ça durait combien de temps à chaque fois? 5-6 minutes chaque fois à peu près, oui. Oui, c'était très court. C'était très 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 court, oui. Oui. Et ça a duré plusieurs fois pendant plusieurs années, avez-vous dit? Ça a duré pendant 2-3 ans, oui. Parce qu'après, je suis parti en pensionnat chez les curés, donc après, j'étais tranquille. Et quand je revenais le week-end, je dormais en haut dans le mas, et là, j'ai jamais par contre eu d'apparition. Donc vous voulez dire que ça se produisait uniquement en bas dans la chambre de ma grand-mère. Voilà, dans cette chambre précisément. Précisément. Et mon frère également a pu témoigner également de cette apparition, oui. Votre frère qui était de quel âge lui? Il avait quel âge? C'était mon aîné 2 ans de plus que moi, oui. Donc il avait 10 ans à ce moment-là, hein, au début. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Et avant l'âge de 8 ans, ça ne se produisait pas? Non, jamais ça s'est produit. Ouais. Renaud Évrard, que pensez-vous de ce phénomène d'apparition? Bonsoir Christian. Bonsoir. J'aime bien votre témoignage, mais d'abord j'aurais quelques questions. Vous avez donc vu l'apparition, senti
des contacts. Est-ce qu'il y a eu autre chose, des bruits, des messages, des choses comme ça ou... Non, aucun. Aucun, d'accord. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'avais travaillé sur un moment sur comment distinguer un poltergeist d'une maison hantée ou d'une hantise. Parce que c'est un travail qu'on tentait les parapsychologues et comme critère, finalement, j'avais abouti, le seul qu'on pourrait vraiment tester ou utiliser, ce serait le critère de la stéréotypie. C'est-à-dire le fait... Alors expliquez-nous c'est la stéréotypie. Oui, ça vient de stéréotyper, stéréotype, c'est-à-dire que le même événement se reproduit sans cesse, Ouais. comme inscrit comme dans un magnétophone qu'on mettrait play et ça rejoue, quoi. D'accord. C'est-à-dire, le seul autre cas qui était bien étayé bien ça, c'était une maison hantée en Angleterre où c'était deux petits vieux, un petit couple de retraités qui venaient à 5 heures prendre le thé à chaque fois, de façon vraiment comme des Anglais, quoi, mais décédés, hein, on avait compris, quoi. Ah oui, d'accord, des quoi. apparitions, vous voulez dire. Voilà. Ah oui, d'accord, très bien. Et là, parce qu'il y a les autres critères qu'on pourrait utiliser, fonctionnent pas vraiment. Et là, on a vraiment ce cas d'une apparition très localisée, Ouais. très répétitive, qui dure très longtemps. Vous avez dit, par exemple, que c'était court, 5-6 minutes, mais pour une apparition, c'est extrêmement lent. Enfin, extrêmement long et lent, parce que les autres cas qu'on a écoutés ici, c'est vrai que les gens ouvrent les yeux, l'apparition disparaît dans la minute, quoi, généralement. Ouais. Alors que là, répétition plusieurs fois par nuit, toujours dans la même chambre pendant des années, c'est assez énorme comme chose. Alors après, dire, est-ce que c'est vraiment la grand-mère, ou est-ce que c'est pas l'ambiance de cette pièce qui était pas gênante? Question, oui, que je me posais, oui. Parce que j'étais persuadé que c'était Satan qui venait au départ, parce que bon, je savais pas l'histoire, donc puisque je ne l'avais pas connu, je pensais que c'était plutôt c'était quelque chose de diabolique, quoi. De diabolique qui essayait de venir me perturber, voilà. Oui. Comme les réponses que peut avoir un petit enfant de 8 ans à quelque chose de bizarre qui lui arrive, ce qui est tout à fait normal. Tout à fait, oui. Oui. Mais est-ce que vous en avez parlé quand même à vos parents ou autour de vous? Oui, de suite quelques temps après, j'en ai parlé et ils m'ont enlevé de cette chambre, quoi, en fait. Ouais. Renaud? Mais par contre, le masque existe toujours, et les personnes qui ont acheté le masque, la dame, elle m'a dit qu'elle sentait une présence dans ce masque encore, qui existait. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la pièce, la maison? Ça a vraiment pas changé depuis je sais pas, je ne suis jamais retourné depuis. Mais bon, on arrivait en bas, il y avait un petit salon, et derrière il y avait une grande chambre, et après il y avait encore une autre petite chambre plus loin, avec 2 fenêtres chacune. Ouais. Mais c'était un peu lugubre, c'était très vieillot. Vieillot, oui, comme c'était un mas, c'est sûr que bon, ce sont des maisons quand même qui sont assez humides et assez sombres et humides, quoi. Ouais. Sombre, évidemment, les fenêtres étaient réduites à leur principale expression pour empêcher le froid de rentrer. Oui. Ouais. Vous pensez qu'elle voulait me dire peut-être quelque chose ou me prévenir peut-être ou c'était peut-être vous qui produisiez le phénomène. Prendre contact avec moi pour essayer de me dire quelque chose peut-être. Je saurais pas trop. Comme je disais, il y a parfois donc l'hypothèse du poltergeist, c'est vraiment relié à une personne qui est vraiment en rapport, en relation, même si elle ne le sait pas, avec la création de cette entité. Là, on a vraiment quelque chose qui est tellement répétitif. Bon, vous lui courez derrière, il y a une sorte de jeu qui est à la fois effrayant pour vous, mais à la fois oui, tout à fait. Vous êtes habitué finalement. Très vite, c'est venu. Vous l'anticipiez quand même. Ah oui, j'avais une grande hantise d'aller dormir dans cette chambre, oui. Oui, c'est le mot. Mon frère était parti déjà en pensionnat. Tout à fait. Et je me suis retrouvé seul donc pendant 2 ans et ça a duré quand même assez longtemps, oui. Et sortait toujours par la fenêtre. Ouais. Et ça revenait. Il ne me disait rien par contre. Oui. Et ça revenait plusieurs fois par nuit, hein. Et ça revenait plusieurs fois, oui, par nuit. Ouais.
Juste une chose, un petit détail sur lequel j'aimerais revenir, Christian. Vous dites que vous essayiez, lorsque vous étiez petit, de l'attaquer avec votre pelochon. Oui. Est-ce que vous avez réussi à la toucher? Non, jamais. Non, jamais. Par contre, quand on a fait construire à 3-4 kilomètres dans une immense propriété que mes parents ont rachetée, j'ai eu une ou deux fois cette apparition. Mais après, ça a été fini. 7-8 ans après. Ouais. Mais une ou deux fois, et après, c'était terminé. Après, c'était terminé, oui. Ouais. Mais je pense qu'elle est toujours, cette présence est toujours dans ce masque, parce que bon, la personne qui a acheté ce masque m'a dit que elle sentait une présence dans ce masque. Mais elle n'a rien vu, elle. Elle n'a jamais rien vu. Ouais. Il y a qu'avec moi qu'elle prenait contact, oui, en fait. Ouais. Pierre Macias. Oui, bonsoir Christian. Bonsoir Pierre. Votre témoignage me laisse penser quand même que vous ne savez pas si c'était votre grand-mère ou pas. A priori, c'est une déduction rationnelle. C'est elle a vécu oui, là. Tout à fait, oui. D'accord. Donc vous l'attribuez à votre grand-mère parce que vous ne voyez pas à qui d'autre ça pourrait. Non, voilà, oui. Et bon, vous demandiez tout à l'heure si elle pouvait avoir un message, quelque chose à délivrer. Il s'agirait peut-être de savoir effectivement avant si ça représente une apparition dans le sens où on l'entend. Et en fait, sans donner d'explication définitive, très loin de là, la manière dont vous nous racontez le phénomène de petite taille, 80 cm, 1 mètre, qui a presque la forme d'une hippocampe, c'est-à-dire plus fin vers le bas, quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme une flamèche, comme une flamme. Ça me fait penser à des produits, à ce qui se passe dans les cimetières. Mince, j'avais le nom tout à l'heure. Des feux follets. Voilà, des feux follets. Des feux follets, mon cher Pierre. Ça prend un café. Avec plaisir. Merci. Donc ça me faisait penser un petit peu à ce genre de phénomène. Ce qu'on peut rencontrer dans les vieilles demeures ou sur des qui sont construites avec des roches de type volcanique ou sur des terrains qui sont eux-mêmes de type volcanique et qui seraient donc en fait qui pourraient être des dégagements de radon. Donc qui est un gaz assez rare. Un gaz rare qui va se dégager sous certaines conditions, qui va être lumineux et qui pourrait tout à fait avoir cette apparence de flamèche qui se déplace au gré des courants d'air pour finir par la fenêtre. Alors voilà, je vais pas dire si c'est l'explication, mais je pourrais dire c'est un élément à prendre en compte, c'est une possibilité. Oui, parce qu'en plus c'est un cas qui a été étudié dans un château qui était dit hanté. Je vais peut-être pas m'embarquer sur ce terrain-là, mais effectivement, c'est l'une des hypothèses. Une des pistes qui a été retenue. Voilà, l'une des pistes envisageables pour l'apparition du château de Beauce. Tout à fait. Christian, en tout cas, merci pour votre témoignage vraiment passionnant, qui fait un peu froid dans le dos, je vous l'avoue quand même. Hein. C'est surtout qu'on sait que ce mas existe toujours et que une dame qui vit à l'intérieur ressent toujours des présences. Vous lui avez raconté ce que vous avez vécu dans Oui, je lui ai raconté il y a quelques mois en arrière, oui. Ouais. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle sentait une présence, oui. Ah, d'accord. Mais j'ai la possibilité d'y passer chez elle pour savoir si elle a vu quelque chose. Et si moi-même, en y passant une nuit, je pourrais avoir de nouveau un contact. Ce serait intéressant. Avec cette personne. Oui, ce serait. Ou avec ma grand-mère, puisque bon, moi je pense que c'était ma grand-mère, quoi, en fait. Ce serait effectivement très intéressant comme expérience à renouveler. Oui, tout à fait. Et n'hésitez pas à vous munir d'un appareil photo. Tout à fait, oui. Pour pouvoir donner une explication et au moins un début d'explication, peut-être. Voilà, pour avoir quelques éléments. Et avoir des preuves de certaines choses. Oui, tout à fait. Là, bon, ce n'est qu'une histoire qui m'est arrivée, quoi, en fait, que je raconte. Écoutez, Christian, si vous pouvez procéder à cette expérience, faites-le et vous nous tenez au courant à ce moment-là, si vous le voulez bien. Louis. Merci beaucoup, Christian. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Au revoir. Vous aussi.
Bonsoir. 0826 300 300, notre standard est encore à votre disposition. Morad est toujours là pour vous accueillir. Vous pouvez également intervenir par le biais des SMS. Vous tapez 71 200 sur votre portable. Vous envoyez le SMS au 71 200, vous tapez Sud sur votre portable, un espace, votre texte, et vous nous l'envoyez. Dans quelques minutes, nous allons recevoir Sonia Barkala. Nous allons discuter avec elle d'un DVD qui va vous intéresser et que vous allez pouvoir vous procurer si vous vous intéressez aux expériences de mort imminente. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Une bonne nouvelle, je vous l'annonçais tout à l'heure en début d'émission. Si vous vous intéressez aux expériences de mort imminente, un DVD vient d'arriver dans tous les bons magasins. Alors ça s'appelle Fnac, Virgin, votre boulanger, votre boucher, que sais-je, là où vous avez l'habitude d'acheter vos DVD en tout cas, concernant les expériences de mort imminente. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sonia Barkala. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors je rappelle pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, Sonia Barkala, c'est vous qui êtes à l'initiative de ce congrès international, ces rencontres internationales qui se sont déroulées cette année à Martigues, concernant les expériences de mort imminente, les NDE. Qui ont connu un franc succès, il faut bien le dire, puisque d'abord les scientifiques sont venus du monde entier pour faire, comme l'on dit dans le jargon scientifique, des communications. C'est ça, avec la présence exceptionnelle du docteur Raymond Moody, oui. du docteur Pim Van Lommel, c'est plus de 2000 personnes qui se sont déplacées effectivement de toute la France et même de l'étranger, du Canada, de Belgique, de Suisse, qui sont même déplacés non pas à Paris mais à Martigues, une ville qui se trouve près de Marseille. Oui, tout à fait. Et ça n'a duré malheureusement, disent beaucoup, qu'une journée. Et à la fin de cette journée mémorable, beaucoup espèrent que cet événement va se renouveler. C'est dans les cartons, Sonia Barkala, d'ici 1 ou 2 ans peut-être? Oui, bien sûr, c'est en prévision et c'est en cours d'organisation, j'ai envie de dire. Ce qu'il faut savoir, c'est sûr que je comprends la frustration de toutes ces personnes, pour de faire venir autant de personnes, et que ça ne dure qu'une journée. Mais en même temps, ça veut dire que ça a été bien s'ils sont frustrés. Oui, bien sûr, mais il faut savoir aussi que c'est un défi que je me suis lancé, c'est un challenge. J'ai fait ça sans sponsor, donc ça a été vraiment une prise de risque, une prise de risque énorme, et je pouvais pas me permettre de faire ça sur 2 jours. Oui, tout à fait. Mais dans tous les cas, à l'heure actuelle, je prépare un film documentaire de 90 minutes sur le sujet que je termine et que j'aimerais bien terminer, on va dire, ou diffuser soit cet automne, soit d'ici la fin de l'année. Mais pour ce qui est vraiment du DVD des conférences, oui, il est bouclé depuis un petit moment déjà, il est en Fnac et j'en suis ravi. Alors, expliquez-nous exactement ce que l'on peut voir sur ce DVD qui est disponible dans toutes les Fnac de France et évidemment de notre Grand Sud. Voilà. Alors, c'est les meilleurs extraits, les meilleurs moments de cette journée exceptionnelle, donc l'ensemble des intervenants. Il y a tous les plateaux historiques, les blouses blanches face au récit de Amy, toutes les conférences. Que ce soit le docteur Pim Van Lommel, le docteur Samparnia, le docteur Jean-Pierre Jourdan, etc. On a pris même, on avait diffusé à l'époque où il y a un reportage où on avait concentré des témoignages de NDE. Et c'est ce qu'on peut retrouver. Mais il existe aussi un deuxième DVD. Et ça a été à la demande du public de Martigues, qui est l'intégralité de la conférence du docteur Pim Van Lommel. Ce docteur, en fait, c'est un cardiologue. C'est celui qui a publié dans la fameuse revue scientifique The Lancet son étude. Et c'est ce qui nous a détaillé justement à Martigues et qui lui a valu une standing ovation. Donc, le DVD qui est le résumé de cette journée de conférence est disponible dans toutes les Fnac, Toutes les Fnac et Virgin Megastore, Cultura, etc., librairie, toutes les librairies. Voilà. Et puis on a sorti, j'en profite pour le dire aussi, on a sorti les actes du colloque, pour ceux qui ont plus lecture. Alors, les actes, expliquez-nous ce que c'est. C'est l'écrit de toutes les conférences, mais version écrite, quoi. Version écrite,
mais en intégralité. Hein. Ouais. Voilà, en intégralité. Ouais. C'est parce que bon, faut quand même signaler dans le DVD, on a 1h40, ce qui est pas mal déjà. Ouais. Mais alors, c'est vrai que dans les actes, c'est vraiment pour tous ceux qui sont plus lecture, c'est Martigues comme si on y était, quoi. Ouais. Avec l'intégralité de toutes les conférences, etc. Et il faut signaler également que le produit de toutes ces ventes vont participer à vous permettre de continuer à travailler dans ce sens-là et peut-être à réussir à organiser une autre journée ou 2 journées de conférences. Ah ben bien sûr, parce que c'est de ça effectivement qu'on peut réitérer des événements comme ça et voir mieux. Et je prévois de faire un événement encore, bien sûr, plus grand, j'espère. Ouais. Car j'attends d'avoir quelques résultats qui devraient pas tarder à tomber. Je parle des études scientifiques. Ouais. Et je pense qu'on pourrait avoir une plus grande couverture médiatique et pouvoir annoncer et pouvoir inviter d'autres personnes, d'autres scientifiques qui ne sont pas encore connus ou plus connus. Ouais. Pour pouvoir participer à ces deuxièmes rencontres. Ouais. Avec des résultats d'expériences scientifiques qui sont en cours, qui sont très prometteuses, selon vous. Ah, je pense que le docteur Moody nous avait dit à Martigues qu'il pensait que d'ici 3-4 ans, il allait se passer quelque chose. Qu'on allait être en mesure de prouver. Je pense qu'il a raison. Hein. Honnêtement, j'ai eu quelques échos des études qui sont en cours, notamment avec le docteur Samparnia. Ce sont des études françaises, là, dont vous parlez? Non. Des expériences françaises? Non, malheureusement. Bon. Ça doit être chauffé, malheureusement, mais non. Ça se passe toujours en Amérique du Nord, aux États-Unis, à Londres. Par contre, ce qu'on est en train de faire, là, à l'heure actuelle, c'est de trouver des centres hospitaliers pour participer justement à cette étude. C'est-à-dire que l'étude que mène Samparnia devrait se faire sur 30 centres hospitaliers. Et on essaye d'en trouver quelques-uns en France pour marquer le coup. La Timone, qui est le plus grand centre hospitalier de Marseille, je crois. C'est ça, oui. C'est ça. Va participer, va former son personnel soignant aux expériences de mort imminente. C'est-à-dire va leur faire découvrir ce que c'est pour qu'ils puissent être aptes à pouvoir aider ceux qui le vivent éventuellement. Dans tous les cas, c'est leur souhait, puisqu'on vient d'organiser là le 21 juin, à la demande de l'hôpital, bien sûr, de l'unité de soins de recherche sur l'esprit, une session d'information sur les expériences de mort imminente, et ça fait écho, ça fait suite au congrès de Martigues, et je m'en réjouis, je suis vraiment très ému. Et la conférence qu'on a proposée a été très bien acceptée, et c'est vrai que les responsables, à la fin, sont venus me voir pour me dire que l'ensemble du personnel a apprécié et qui souhaiterait continuer à collaborer et pourquoi pas mener une étude clinique au sein de l'hôpital. Ouais, génial, très bien. C'est énorme. Ouais. Merci beaucoup Sonia Barcala. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et bon courage et bonne route pour la suite. Évidemment, on attend de vos nouvelles dès que ce documentaire de 90 minutes aura été bouclé, monté, passé en post-prod, enfin tout le chemin qui va bien. Et dès qu'il sera diffusé, évidemment, vous reviendrez nous en parler, j'espère. Je n'en manquerai pas et je voulais justement vous remercier d'avoir relayé aussi bien l'information sur Martigues et d'avoir fait autant d'émissions sur les NDE pour diffuser et informer tant de personnes qui ne savent pas encore que ça existe. Ouais, on fait que notre boulot, comme vous faites le vôtre. Merci beaucoup Sonia. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je rappelle donc à ceux et celles qui nous écoutent qu'un excellent DVD vient d'arriver chez toutes les FNAC. Il est disponible. Si vous vous intéressez aux expériences de mort imminente, c'est un DVD que vous devez absolument de posséder. On en arrive à la fin de l'émission. Je remercie mes invités. Merci Pierre Macias. Faut ouvrir son micro, voilà, comme ça, là, Pierre. Merci, Louis. Merci à toi. Non, tu me surprends. Merci beaucoup, Renaud Evra. Merci à vous. À très bientôt pour une autre soirée consacrée au témoignage. Oui. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange.
Dans quelques instants, la suite des programmes sur Sud Radio avec la rediffusion des émissions. Je vous souhaite une excellente semaine avec nous sur Sud. On se retrouvera samedi prochain. Alors 3 heures d'émission, plus de dimanche soir. Ça c'est pour la session d'été et on continuera à se retrouver avec grand plaisir évidemment le samedi et le dimanche à partir du mois de septembre. Donc 3 heures le samedi, ce sont les nouveaux programmes estivaux. Ça se dit estivaux, hein? Oui, enfin d'été. Bref. Donc 0826 300 300 pour nous contacter, vous nous laissez un message sur la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange, un mail pour nous écrire étrange@sudradio.fr. Merci à Chouchou qui a réalisé ce soir cette émission, Mathieu qui était derrière pour pas qu'elle fasse de bêtises, elle en a pas fait d'ailleurs. Merci également à Pierre Massias qui m'aide à la construire. Merci à Morad qui est au standard pour vous accueillir. Rendez-vous samedi prochain, d'ici là portez-vous bien.